Paris, capitale du Congo libre, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Le camarade Marien Ngouabi ne s'est pas suicidé. Il a été lâchement assassiné par ses frères et compagnons d'armes du Nord. Cela est incontestable malgré le fait qu'ils aient voulu faire croire à la planète entière, à force de propagande nauséabonde, que ce crime avait été commis par les Bas-Congos. Mensonge, bande de criminels. Vous savez, peuple congolais civilisé, le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits. Si certains vous ont pris, nous ont pris pour des jambons, en fait, ils doivent savoir que nous ne l'avions jamais été. Désolé. Cela dit, dans la lancée de notre message à la nation, en date du 31 décembre 2022, aujourd'hui, nous mettons l'accent sur la suite des faits réels et ou supposés réels qui ont émaillé la tragédie du 18 mars 1977. Une fois encore, nous allons partager les belles feuilles contenues dans l'ouvrage intitulé « Crimes de sang et pouvoir au Congo-Brazzaville » signé de feu Albert Roger Massema, le non moins percutant président de la commission ad hoc assassinat de la Conférence nationale souveraine de 1991 au Congo-Brazzaville. Attachez vos ceintures en vue d'un atterrissage en douceur, aurait dit Monseigneur Ernest Kombo, le président de la dite Conférence nationale souveraine. La mort de Barthélemy Kikadidi. Après les exécutions sommaires des condamnés de la cour martiale, le comité militaire du parti, qui s'impose à la tête de l'État congolais et institue un régime de terreur sous la direction cette fois-ci de Yombi Opango, se voit dans l'obligation d'organiser un procès public sur la mort de Marien Ngouabi. Non seulement l'opinion nationale et internationale n'est pas convaincue de la version officielle et simpliste des faits, mais aussi et surtout des rumeurs persistantes démentent toutes les allégations de la junte au pouvoir. Bien évidemment, là encore, l'accusation présentée par le procureur Jacques Okoko sur la base d'un dossier méticuleusement élaboré par Jean-Michel Ebaka devant un tribunal dirigé par Charles Asmekang néglige volontairement les véritables coupables pour s'en prendre à des innocents. Au centre de l'inculpation, l'on retrouve donc l'aile Massamba Deba, représentée par 10 de ses adeptes arrêtés près de 5 mois après l'élimination du présumé chef du complot avec qui ils n'auront jamais été confrontés et qui seront obligés d'endosser le crime par des aveux extorqués à la suite de nombreuses tortures. Un des traits caractéristiques de ce procès a été l'absence de preuves véritables en dehors des aveux préfabriqués et de toutes les autres pièces à conviction inventées ou imaginaires produites par les faussaires attitrés des commissions d'enquête occultes des services de sécurité et soutenues avec beaucoup de zèle par le procureur Jacques Okoko. Pourtant, la vérification objective des aveux et l'authentification réelle des pièces à conviction sont d'autant plus importantes qu'elles déterminent l'éclosion de la vérité. Et le ministère public, dont la mission fondamentale est d'assurer la défense de la société et de veiller à la manifestation de la vérité, devrait s'employer tout au long des débats à exiger des preuves tangibles et à interpeller toute personne susceptible d'en apporter. Malheureusement, plutôt que de s'en préoccuper, ce magistrat sans scrupule
qui s'est permis, au nom d'une logique politique et tribale, d'envoyer 10 citoyens à l'échafaud, malgré les insuffisances et les incohérences des aveux, à occulter, mieux, à tronquer la vérité. D'ailleurs, 14 ans après, Jacques Okoko le reconnaît son de tour lorsqu'il comprend, à la faveur de la conférence nationale et des témoignages qui y sont apportés, que l'histoire est prête à lui faire son procès. L'unité de la cuvette ayant entre-temps volé en éclats, comme nous le verrons dans l'affaire Anga. Maître Okoko vire à 90 degrés, change de langage, prétend alors qu'il avait subi des pressions et oriente cette fois son accusation essentiellement sur Sassou Nguesso. J'estime que le jugement de Massamba Deba devant la cour martiale est une erreur politique et judiciaire inadmissible, écrit-il. Il n'y avait pas urgence à traduire Massamba Deba devant la cour martiale. J'ai l'impression que la condamnation de Massamba Deba à la peine de mort devant la cour martiale a arrangé certains complices non encore identifiés qui, à mon avis, avaient assuré Massamba Deba de leur aide et assistance, avaient assuré Massamba Deba de leur collaboration. Ces complices ne pouvaient qu'être au sein des services de sécurité à la présidence, au ministère de la Défense nationale, à l'état-major général, dans les services de sécurité publique et à la sécurité d'État. Il est assez regrettable que Ontou et ses camarades de la majorité présidentielle n'aient pas été traduits en même temps que Kanza et Kiangila devant un tribunal en audience publique. Si Ontou avait comparé devant la cour révolutionnaire d'exception, la question qu'on allait lui poser était la suivante. Qui vous a contacté pour abattre le président? Je me demande si à la cour martiale, Ontou a répondu à cette question. Dans tous les cas, la réponse n'a pas été rendue publique. À l'état-major, il n'y a pas de carrière de pierre et on ne peut enlever de la pierre qu'avec un camion. Comment peut-on expliquer que Nkomo, qui a été condamné à la cour martiale, n'ait pas donné des précisions sur ses commettants? En effet, il résulte du dossier que Bazonza, en service au portail, avait reçu de Komo la somme de 250 000 francs CFA et lui avait demandé de laisser passer une Peugeot 404 qui allait rentrer à l'état-major pour enlever de la pierre. Bazonza a été sauvé par un officier qui l'a conduit sur la route nationale 2 et lui a demandé de s'évader. Il fallait dans l'enquête préliminaire rechercher pour qui agissait Nkomo et qui avait remis l'argent versé à Bazonza. C'est pourquoi je regrette que l'on n'ait pas pris suffisamment de recul pour interroger calmement les éléments de la garde présidentielle. Mon sentiment personnel, c'est que la présence d'Ontou, comme celle des autres personnes condamnées à la peine de mort, pouvait sérieusement gêner, ébranler et compromettre certaines personnes qui n'étaient pas prises et qui courent encore. En somme, en 1978, l'accusation n'a reposé que sur les monologues standardisés des inculpés qui, répétant les idées et les expressions du ministère public, ont surenchéri dans le repentir et se sont désignés comme membres du complot, alors que, tout au plus, on ne pouvait leur reprocher que la détention et le port illégal d'armes de guerre. Du reste, que pouvait-on attendre de ce groupe d'hommes qui s'est retrouvé englué dans les interrogatoires qui le broyaient et qui ne lui laissaient à la fin d'autre espoir de salut qu'une soumission absolue, qu'une prostration totale, qu'une servilité hystérique en présence du bourreau dont il devait répéter désormais tous les mots
et tous les gestes. La capacité de résistance de l'homme étant limitée, les enquêteurs ont pu obtenir de ces hommes chaque fois qu'ils exigeaient ce qu'ils voulaient qu'ils avouent. Et ce sont ces aveux d'hommes démoralisés et corrompus qui ont constitué le socle de l'accusation d'un complot qui n'a eu de consistance matérielle que la mort de Ngouabi. Ainsi, a-t-on pu voir les inculpés guidés par l'accusation et éluder avec soin toutes les questions de fond pour ne se préoccuper que des aspects superficiels des faits. À la question de savoir, par exemple, ce qui s'était dit entre Massamba Deba et Ngouabi, Mizele n'avait cessé de répondre « Les paroles s'envolent, les écrits restent ». Demandez à Ibarra Denis qui prenait des notes. Le tout se passant comme si Mizele n'avait rien retenu de l'entretien. Ibarra n'a d'ailleurs jamais été interpellé à ce propos. L'on pourrait alors se demander pourquoi le pouvoir, essentiellement nordiste de l'époque, a eu besoin de ces aveux mensongers publics alors qu'il aurait pu procéder à l'exécution des pseudo-conjurés de la mort de Ngouabi. Sans doute pour 3 raisons. Et il faut dire que la méthode n'est pas dénuée de finesse. Pour atteindre manifestement la région du Poul, étrangère à l'affaire, et couvrir ainsi dans l'opinion nationale et internationale son propre crime d'une part, pour soutenir la répression sanglante qui s'en est suivie et que rien ne justifiait d'autre part. Enfin, pour créer une atmosphère propice à l'installation d'une dictature ethnocentriste de type bonapartiste. Et il a d'ailleurs pu y parvenir grâce à l'effondrement et à la corruption des accusés principaux qui ont capitulé. Pendant l'instruction, le marchandage du pouvoir avec ces hommes qui savaient pertinemment que Massamba Deba et les autres avaient été exécutés sans jugement et qu'ils pouvaient à leur tour subir à tout moment le même sort, avait sans doute suivi cette ligne. Que l'on vous croit ou non, devraient dire les enquêteurs et les juges d'instruction, ce n'est pas votre affaire. Vous n'avez qu'à vous en tenir à la version des faits que nous vous proposons et vous aurez la vie sauve. Sinon, tant pis pour vous. Si l'envie les prenait d'être francs et ils n'avaient aucune raison de s'en gêner entre 4 murs, les juges d'instruction leur répondaient. Qui vous croira? Vos parents peut-être. Mais que pourront-ils? Protester? Ce n'est pas possible, car ils n'auront pas droit à la parole. Et d'ailleurs, la censure du parti est si efficace qu'ils ne pourront rien et souhaiteront se taire comme des capres pour éviter les représailles. Le peuple ne dirait rien et avalera tout, car personne ne saura exactement ce que vous avez été faire à l'état-major. Deba et Ngouabi étant tous les deux morts. Tel avait été certainement le calcul des véritables assassins qui tenaient les rênes du pouvoir et tout était loin d'être faux. Les accusés ayant finalement consenti à plaider coupable, jouant les rôles tragiques et déshonorants qu'on leur imposait pour sauver leur peau. Bien entendu, tous n'avaient pas consenti à avouer tout ce que l'on exigeait d'eux. Les moins instruits, Mizele, Kiangila, Sissoulou, etc., ayant été les proies faciles et les plus crédules. Tandis que les intellectuels, Ndujinganga, Samba Djankumbi, Kaza, etc., ayant tenté de résister honorablement à cette mascarade judiciaire, se sont retrouvés parfois si empêtrés dans le réseau de faux témoignages et autres pièces à conviction mensongère,
brandis par l'accusation que toute résistance leur a paru finalement vaine. Un instant, s'il vous plaît. Merci. La graduation des aveux atteste, du reste, quelle lutte désespérée se joua derrière les coulisses de l'instruction et du procès, sans compter qu'en violation de la loi, faisant obligation à l'accusation de communiquer à la défense des preuves à charge avant le début du procès, celles-ci n'ont été communiquées aux avocats des prévenus qui n'ont pu préparer convenablement leur défense qu'au cours du procès. Cependant, tous les 10 accusés, tous fusillés sans exception, ont pensé bénéficier d'une justice indulgente. Ce qui explique le « ha », symbole d'un grand ahurissement poussé par Ndujinganga au moment où la cour rend son verdict. L'expression, non pas de désolation, mais d'étonnement de cet homme qui avait alors compris qu'il venait de se faire gruger. Cela en disait long. De même, ce soir-là, Kyangila fait aussi une confidence à Oba Marcel, son voisin de cellule, qui s'en était tiré avec 5 ans de prison. Sassou nous a trahis, dit-il. Il nous avait promis d'avouer seulement et nous allions être libérés. Je ne comprends plus rien. Jusqu'au dernier moment, les 10 fusillés ont compté sur la grâce. La possibilité de recours leur était offerte. Tout le peuple qui ne comprenait pas cette boucherie, faute de clarté dans le procès, espéra jusqu'au dernier instant. Des rumeurs persistantes entretenaient et nourrissaient ces espérances, mais il n'en fut pas ainsi. Yombi Opango, que la rumeur indexait déjà comme l'assassin principal de Ngouabi et qui disposait seul du droit de grâce, opposa un niet catégorique. Seul Kyangila, qui ne mourut pas sur le champ parce que atteint seulement au genou, troubla le silence de cette cérémonie lugubre et fit une très importante révélation. « Chef !» cria-t-il du fond de sa fosse commune où il se trouvait, alors qu'on jetait les dépouilles des autres sur lui. On levait tous ces corps qui sont sur moi. Ils m'étouffent. Et je vous livrerai un secret. Lorsque ceci est fait, il confie d'une voix haletante, mais haute et intelligible. Lorsque nous avons fui de l'état-major, Kikadidi a été récupéré par Makumbu Zoé et s'est réfugié chez Mayuma, vers la glacière. C'est tout, lui demanda-t-on. Oui, c'est tout, répondit-il. Et une rafale l'expédia chez Belzébuth. Cette révélation ne tombe pas dans des oreilles sourdes. Le même jour, Mayuma est cueilli par les sbires de Golondélé. Il avoue sans hésiter qu'Ikatidi, que la rumeur a prétendu exiler en France depuis 11 mois, est bien resté à Brazzaville et venait à peine de quitter son premier refuge pour un autre chez Kifwani. Dans la nuit, les services de sécurité décident de l'arrêter. Sur instruction de Sassou Nguesso, une équipe est mise en place afin d'accomplir cette mission. Mais l'expédition conduite en personne par Golondélé, le chef des services secrets, s'achève par l'assassinat de Kikadidi plutôt que par sa capture vivante. Nsoko Mukala, alias Wadai, un membre du commando qui a failli laisser sa peau, raconte. Ce jour du 13 février 1978, à 2 h du matin, le colonel Ngolo va venir me réveiller. Il m'a demandé de préparer une voiture puisque j'ai assuré sa sécurité. Nous sommes allés
chez le ministre de la Défense. Nous sommes restés dehors. Après quelques minutes, ils sont sortis accompagnés de Katali, Golondele, Sassou et un civil habillé en blanc. On nous dira qu'on a localisé Kikadidi à Makelekele et qu'il fallait aller l'arrêter. J'étais le seul béret noir. Il y avait des éléments de Golondele, de Katali et de Sassou. J'étais le seul de Ngolo. Mon chef m'a donc dit d'ouvrir l'œil. Avant d'aller à Makelekele, nous sommes passés par la sécurité d'État avec le guide. Et on nous a largués au niveau de la chapelle Kizito. Arrivés à la parcelle, nous sommes entrés. On a toqué. Quelqu'un a ouvert la porte. On est entré. On a commencé à fouiller. On a trouvé un fusil 14 mm dans la chambre. Pendant que j'étais en train de fouiller, il y a eu des coups de feu. Et je me suis retrouvé blessé dans une voiture à l'hôpital militaire. J'ai fait 3 ou 4 jours. Je ne parlais pas. Après, on est venu me faire croire que j'avais donné des coups de crosse à Kikadidi et c'est pourquoi la balle m'avait atteint. Ce qui n'est pas vrai, car si j'avais donné un coup de crosse, je serais tombé sur place. Qui aurait alors tiré sur Kikadidi, puisque je ne lui avais donné qu'un coup de crosse? J'ai la clavicule cassée et je ne sais pas où l'on m'avait ramassé. Qui vous a dit que vous avez donné des coups de crosse à Kikadidi? Ceux qui étaient en mission avec moi, que j'ai pu contacter. On dirait qu'on leur avait passé une consigne. Ne reconnaissez-vous personne? Si! Je sais que ce jour-là, nous étions avec Mazaombe de la garde personnelle de Sassou. Qui vous a donné la mission d'aller arrêter Kikadidi? C'est Sassou, le ministre de la Défense, qui avait donné la mission de partir le chercher et de le ramener vivant. Qu'êtes-vous passé faire à la sécurité d'État? Je ne suis pas entré avec les autres à la sécurité d'État. Je suis resté dehors dans l'un des véhicules puisqu'on ne m'avait rien demandé. Qui avait tiré sur Kikadidi? Je ne peux connaître celui qui avait tiré. Le commandant Golondele était lui-même avec nous et il y avait aussi le guide. Golondele, chef de la mission, a apporté les précisions suivantes qui ont permis de reconstituer les faits. Arrivés là-bas, les militaires ont juste pris Mayuma et l'ont emmené à la sécurité d'État. Ce dernier nous dira que Kikadidi se trouvait chez Kimfwani. Sur ordre du ministre de la Défense, le colonel Katali, le colonel Ngolo et moi-même avons décidé de l'arrêter. Mayuma nous a guidés jusqu'à Kimfwani. Le capitaine Mazaombe a toqué pendant que moi et certains éléments de l'équipe sommes restés dans la rue. Wadai et Mazaombe sont rentrés dans la maison. Le capitaine Mazaombe a demandé à Kikadidi de se rendre. Mais, à un moment donné, on a entendu des coups de feu. Kikadidi est tombé avec les jambes et le bassin fracassé. Wadai aussi, l'aide de corps du colonel Ngolo, était atteint au niveau de la poitrine par des balles qui avaient ricoché contre le mur. Ce n'était pas Kikadidi qui avait tiré, c'est un de nos éléments. J'étais malheureux, car je voulais avoir Kikadidi vif. Nous avons donc amené 2 corps, Wadai et Kikadidi. Je crois que si nous avions eu Kikadidi vivant, il nous aurait tout dit aujourd'hui. En réalité, Sassou, ministre de la Défense et véritable patron du système, informé de la journée par son collaborateur Ngolondele de la révélation faite par Kiangila au champ de la mort, convoque donc, tard dans la nuit, François-Xavier Katali, le ministre de l'Intérieur, et Raymond Damasungolo, le chef d'état-major.
il leur donne l'information sur la localisation de Kikadidi par les services de sécurité et propose son arrestation immédiate dans la même nuit. Il a des informations selon lesquelles Kikadidi risquerait d'être déplacé, ce qui compliquerait les choses. Ces deux interlocuteurs approuvent son idée et tombent ainsi dans le panneau. À leur corps défendant, ils lui serviront de couverture, car, n'ayant pas l'intention de voir Kikadidi vivant, soumis comme les autres à un procès public, pour des raisons qui seront révélées dans l'affaire Anga, Sassou ne peut engager une telle action seule, au risque de s'exposer directement. Il s'assure donc la couverture de ces deux autres membres du comité militaire du parti. Aussi, s'il donne officiellement devant ses deux collègues du CMP l'instruction précise de ramener Kikadidi vivant, il donne une instruction contraire directement à Mazaombe, son garde du corps, et sans doute à Golondele, qui improvise l'escale marquée par le convoi à la sécurité d'État et à laquelle Wadaï n'est pas associé. De ces deux instructions contradictoires, Madame Kifwani Florentine, la maîtresse de la maison qui a hébergé Kikadidi, avant sa mort, on parle. Un lundi, vers 3 heures du matin, à travers les vitres, nous avons vu des militaires. Ils ont frappé à la porte et nous avons ouvert. Certains disaient qu'il fallait l'abattre, d'autres qu'on pouvait le prendre vivant. Ils sont entrés dans la maison, ont fouillé, mais n'ont vu personne. Kikadidi était caché derrière la porte. Lorsqu'il a tenté de rejoindre la chambre, ils ont tiré sur lui à bout portant. On l'a tué et on nous avait tous emmenés à la sécurité d'État où nous avons retrouvé Monsieur Mayuma. On nous a donc gardés à la sécurité d'État 4 jours et 4 nuits et on nous a relâchés, les enfants et moi. Mon mari était resté à la sécurité d'État. Les militaires qui étaient restés à la maison ont tout saccagé et ont porté tout ce qu'ils pouvaient prendre. J'ai mis de l'ordre dans la maison et nettoyé le sang du défunt capitaine. Arrivé devant la parcelle de Kifwani, Golondele, le chef de mission, a désigné Mazaombe et Wadaï pour aller frapper à la porte. Celle-ci leur est ouverte, ils entrent et fouillent, mais ne trouvent personne. Au moment où ils s'apprêtaient à sortir, Mazaombe aperçoit Kikadidi qui tente de rejoindre la chambre, là-bas à bout portant, avant d'atteindre Wadaï. Le seul témoin gênant qu'il souhaite aussi descendre pour simuler un accrochage. Malheureusement, ce dernier survit. Il importe alors de monter un scénario et de lui faire porter la mort de Kikadidi pour justifier sa blessure. Cependant, il est à constater que lorsque Ngolondele reçoit l'information sur la cachette de Kikadidi, il est précisé que ce dernier n'est pas armé. Encore qu'il n'ait pas fait état d'une lutte au cours de laquelle Kikadidi se serait emparé de l'arme de son adversaire. De même que les dénégations de Wadaï, à qui l'on a tenté d'attribuer le meurtre, sont confortées par la nature et l'emplacement des blessures qui, de l'avis des médecins et des connaisseurs en balistique, ne peuvent avoir été provoquées par des balles tirées par lui sur Kikadidi, qui en serait mort et qui l'aurait atteint par ricochet. Seul Mazaombe a donc cyniquement tenté d'abattre Wadaï pour justifier l'assassinat de Kikadidi dont il était effectivement chargé. Le fait que ni le chef de mission, ni les commanditaires, et encore moins
celui qui a attenté à la vie de Ouada n'a été inquiété alors que Kikadidi était une pièce maîtresse dont l'élucidation de la mort de Ngouabi témoigne bien de la volonté de Sassou d'étouffer la vérité. Que savait-il donc de plus que nous ne sachions aujourd'hui? Aucune idée, sauf si l'on pouvait retrouver le document dont a parlé le général Ngolo dans son témoignage. Il y a un document appelé complément d'enquête qui existe, car Kikadidi a parlé et fait des commentaires chaque fois qu'il suivait le procès à la télévision. Mais ce document dont parle également Jacques Okoko et qui est bel et bien consigné dans le procès verbal de perquisition du domicile de Kimfwani établi par la sécurité d'État semble avoir disparu des archives de la sécurité. Personne ne sait plus, sauf sans doute Mayuma, qui l'a livré, mais n'en dit rien. Pas même Kimfwani, son dernier protecteur, qui raconte ce qu'il a vécu en ces termes. J'ai connu Kikadidi quand je fus gérant à la Sokofar. Lorsque j'ai cessé, j'ai été chauffeur de taxi et on se voyait de temps en temps. C'était un ami. Le jour où j'ai appris l'affaire Kikadidi à l'état-major, j'étais taximan. Je me suis même écrié que ce n'est pas possible. Je croyais qu'il était parti en France. Mais 2 mois après, M. Mayuma, cousin de Kikadidi, m'a envoyé quelqu'un. Je suis allé chez lui. Et il m'a montré Kikadidi. Il était dans une chambre et m'a prié de lui amener quelque chose à manger. Je lui ai acheté tout ce dont il avait besoin. Même le pyjama qu'il portait avait été acheté par moi. Il m'a dit que chez son cousin, il n'était pas à l'aise. Après, je suis allé le chercher et l'amener chez moi. Mais, quand on est allé exécuter les miselés, il paraît qu'ils avaient dévoilé là où se trouvait Kikadidi. Après, Mayuma a dévoilé au responsable qu'il était chez moi. Il a fait 6 jours et 5 nuits chez moi. Le lundi matin, vers 3 heures, un groupe militaire est venu chez moi. Ils m'ont demandé « Où est Kikadidi ?» Je leur ai dit qu'il n'était pas ici. Ils ont fouillé les chambres, mais ils ne l'ont pas vu parce qu'il était caché derrière la porte. Lorsque les militaires ont commencé à s'éloigner, Kikadidi a tenté de rejoindre la chambre. L'un des militaires l'a malheureusement aperçu et il a tiré à bout portant. Et la balle a ricoché sur le mur et a blessé le tireur. Ils ont emporté le corps. Après, j'ai été arrêté et amené à la sécurité d'État où j'ai vu M. Mayuma. Il lui a été signifié qu'il était un traître. Que vous a dit exactement Kikadidi pendant qu'il a vécu chez vous? Kikadidi n'était pas bavard. Il ne m'a rien dit. Comment est-ce possible que vous l'ayez reçu sans le lui demander? Kikadidi est un militaire. Moi, je suis un civil. Il n'était pas obligé de me révéler certaines choses. Êtes-vous sûr que Kikadidi a été l'assassin de Marien Ngouabi? Hésitation. Non. Mayuma m'a dit qu'il était certes au palais, mais que ce n'était pas lui qui avait tué Marien et qu'il n'y était même pas allé avec cette intention. S'il était établi que c'est le capitaine Kikadidi qui avait tiré sur le président Marien Ngouabi, je ne l'aurais pas reçu chez moi. Qu'en savez-vous exactement? Longue hésitation. Rien. Difficile d'arracher un aveu dans l'affaire Marien Ngouabi. Dans cet épisode a constitué au sein de la junte au pouvoir la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et a étalé au grand jour les contradictions internes au sein du comité militaire du parti qui se sont achevées
par la chute de Yombi Opango et l'affaire Onga-Pierre. Fin de citation. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, voilà pour notre partage de ce jour, 5 février 2023. Si ceci peut être considéré comme un cadeau d'anniversaire, j'espère qu'il ne restera pas en travers la gorge de certains. Bonne et cette journée à toutes et à tous, à chacun et à chacune. À très bientôt.